On est ravis de vous retrouver sur la chaîne Basket Session. Comme d'habitude, le CQFR du week-end, on va d'abord revenir sur les matchs qui ont eu lieu cette nuit. Je te propose, Shai, qu'on commence par un duel entre deux équipes qui ont ajouté un joueur All-Star à leur effectif à l'approche de la deadline. Deux équipes qui, du coup, font preuve de beaucoup d'ambition. Deux équipes qui sont très proches au classement. Golden State et Dallas. Victoire des Warriors 126-102 contre les Mavericks. Alors, pour la petite histoire, évidemment, Anthony Davis, le All-Star récupéré par Dallas, ne jouait pas alors que Jimmy Butler est présent. Et Jimmy Butler, depuis qu'il est à Golden State, il y a eu 6 matchs, 5 victoires. La nuit dernière, il a encore mis 18 points. Il y a 30 points de Stephen Curry. Les Warriors qui ont dominé de la tête et des épaules les Mavericks. Il y a une bonne... il y a de bonnes vibes, comme on dit, autour des Warriors. Tu sais, juste sur des détails bêtes, mais les gens étaient devenus ultra sceptiques, ultra pessimistes à Golden State avant qu'il y ait le trade, en disant bah ça y est, on est en train de gâcher la fin de Curry. Donc l'atmosphère ressentie de l'extérieur, autour de l'équipe et chez les fans n'était pas top. Là, avec l'arrivée de Butler, les victoires qui s'enchaînent, parce que là ça fait 3 de suite, il se passe quelque chose, il a l'air de se passer quelque chose, tu vois. Que ce soit dans l'équipe, avec la relation entre les joueurs, le fait que Curry prenne du plaisir, qu'il soit agressif. À un moment, je crois qu'il shoot, il met un panier sur PJ Washington et tu le vois comment il va lui parler au visage, il lui fait son night. Ils sont, voilà, ils sont lancés vers quelque chose. Je sais pas jusqu'où ça mènera. Je sais pas si ce sera suffisant pour battre les toutes meilleures équipes de l'Ouest, mais c'est forcément mieux que ce qu'il y avait avant, quelque part. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au classement, ils sont très proches de la 6e place. Alors qu'il n'y a pas longtemps, Golden State était 11e. Je crois qu'avant l'arrivée de Jimmy Butler, cette équipe est 11e. Elle est en dehors du play-in. Elle est plus proche de San Antonio qu'autre chose. Et là, elle est très proche de la 6e place. Ils reviennent à une victoire. Ils sont à... Leur adversaire Dallas est à 31-27. Les Warriors sont à 30-27. Ensuite, il y a Minnesota qui est aussi à 31-27 et devant, il y a les Clippers qui sont à 31-25. Donc Golden State est tout proche et sur une bonne période. Ça fonctionne très bien, Butler-Curry. Ils ont mis chacun 14 points en première mi-temps et Golden State avait déjà 18 points d'avance, quelque chose comme ça. Draymond Green fait une très belle saison. Moody, ça fonctionne très bien dans le 5 majeur. Podziemski, il retrouve de sa superbe, il s'entend bien aussi avec Butler. Kuminga est même pas encore là. Il y a de la profondeur, il y a du talent, et Butler, il a retrouvé son énergie en défense. Il a retrouvé partout, en fait, on voit qu'il avait plus envie de jouer avec Miami. Et c'est un truc qu'on avait annoncé. Enfin, ça me semblait évident que Jimmy Butler, il y avait encore du jus. C'est quand même un mec très spécial, Jimmy Butler, avec ses forces et ses faiblesses. Son attitude est une force autant que c'est une faiblesse, finalement, un peu comme nous tous. Et quand il veut, là, on voit, il est capable de défendre, il est capable de créer du jeu. Je comprenais pas trop, moi, pourquoi Théo disait qu'il voyait pas le fit. Moi, au contraire, j'ai l'impression que c'était parfait pour Golden State parce que ça pouvait apporter quelque chose encore en plus à la motion offense de Steve Kerr. Et il se met au service du collectif tout en étant très fort individuellement. Cette équipe va être chiante à jouer, vraiment, 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 vraiment. Le fit, il n'existait pas si on avait le Butler de fin de parcours à Miami. Mais le Butler qui est ok pour être pas la première option pour se fondre dans un collectif pour défendre, le fit est forcément parfait. Je suis d'accord, ils vont être extrêmement durs à jouer s'ils arrivent surtout à s'éviter le play-in, ce qui est possible. Ils ont profité, tu as dit, ils étaient assez loin à un moment au classement, mais ils ont profité quand tu regardes les séries en cours des équipes de l'Ouest là, qui étaient dans leur zone jusqu'à il y a pas très longtemps. C'est une des seules équipes qui a réussi à faire une série de victoires. Il y en a qui sont en difficulté ou qui sont très très irrégulières, ne serait-ce que là je pense les Clippers, les Timberwolves, c'est des équipes qui ont du mal à enchaîner les victoires. Du coup ils peuvent encore grimper. Ils sont à combien du top 6 là, du coup tu m'as dit? C'est ce que je disais, les Clippers sont à 31-25, il y a un match et demi d'écart. Ouais, voilà, donc ça peut il y a largement le temps de refaire le retard. Surtout si les équipes de devant ont du mal, tu vois. T'as Houston, les Clippers, les Timberwolves, les Mavs qui jouent sans Anthony Davis. C'est pas garanti que ces équipes-là finissent devant les Warriors en fin de saison régulière. Toujours pas d'ailleurs de nouvelles pour Anthony Davis sur quelle a été la procédure choisie, la méthode choisie, la durée d'indisponibilité. On nous a laissé après le premier jour en disant ouais 1 mois, mais bon c'est pas certain. Il faut savoir que c'est une blessure sans contact. Aucune nouvelle à ce sujet, aucune communication. Évidemment, du coup, Dallas, c'est compliqué. Alors, il y a des jours où le super small ball des Mavs fonctionne bien. Là, c'était pas du tout le cas contre une autre équipe small ball, mais plus forte. Donc, tu peux pas jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Vous avez la même configuration.
D'ailleurs, encore une fois, le small ball, on voit que ça marche bien dans plein d'équipes. Là, ça recommence à repartir un petit peu. Pour parler des Lakers, par exemple, qui ont joué contre les Nuggets et le meilleur pivot de la ligue et meilleur joueur du monde, et malgré ça, le small ball a primé. Bref, le small ball fonctionne plutôt bien. Dallas, effectivement, c'est dur à blâmer quand tu sais qu'il n'y a pas Anthony Davis, sachant que ça fonctionnait bien ça a plutôt bien marché sur les derniers matchs. Et Golden State, ouais, équipe en forme. Je te propose qu'on enchaîne avec un joueur en forme et aussi une équipe en forme, mine de rien. Detroit, les Pistons ont battu les Hawks 148-143, match super offensif, énormément d'adresse, gros duel entre deux meneurs All-Star, 38 points, 12 passes pour Cade Cunningham, 38 points, 13 passes pour Trae Young, mais la victoire pour les Pistons. Cunningham, sixième de suite, pardon. Sixième de suite, et Cunningham, il fait vraiment une magnifique saison. Compte tenu, en fait, je la mets vraiment en perspective par rapport à la saison dernière où c'est pas si simple de se relever d'une saison comme ça. Tu te dis l'effectif a pas tant bougé que ça. Il n'était pas obligé de faire une saison aussi impressionnante et de mener les Pistons. Mais les Pistons sont 6e avec 3 victoires d'avance sur le 7e. Donc il y a de très bonnes chances que les Pistons soient directement au premier tour des playoffs, ce qui est fou et ce qui était impensable la saison dernière. Et Cunningham est vraiment excellent. Sa première mi-temps, j'avais vu là pendant le match, il disait qu'il y avait que Doncic qui avait marqué autant de points et de attends, je te le dis, voilà, 24-10, je crois qu'il c'est le deuxième joueur de l'histoire moderne en NBA qui avait au moins ce nombre de points, plus 10 passes, plus 5 rebonds. L'autre c'était Doncic. Et ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est qu'il s'est coltiné Dyson Daniels sur le dos pendant les 3 quarts du match. En deuxième mi-temps, ils ont fait des prises à 2 sur lui pour le couper un peu du jeu autant que possible. C'était un match particulier, hein. Le concept de défense était un peu vague. Le score est assez fou, hein, 148-143 sans qu'il y ait de prolongation. Mais Cunningham, vraiment, il fait une saison rayonnante et il faut le souligner. On avait des interrogations à son sujet. On se demandait si, outre son talent, il avait la mentalité, la capacité à être le franchise player d'une équipe qui peut jouer les playoffs. Moi, j'aurais pas dit que c'était mort encore, même s'ils n'étaient pas arrivés cette année, hein, mais ils sont 6e à l'Est, et ils jouent à ce niveau-là, c'est remarquable. Ils ont gagné autant de matchs cette saison que sur les 2 dernières éditions précédentes. Donc là, c'était leur 31e victoire. Sur les 2 dernières saisons, c'est 17 et 14. Donc là, c'est vraiment. Et ça faisait depuis 2019 que les Pistons n'avaient pas gagné 30 matchs ou plus. Donc c'est vraiment un vrai renouveau. Et Cade Cunningham est au cœur de tout ça. Chapeau aussi à JB Biggerstaff, aux autres jeunes, aux Art Thompson, à Tobias Harris qui a fait énormément de différence, à mon avis, dans le vestiaire. En plus d'être bon sur le terrain, Malik Beasley, là il y a Dennis Schroeder, Jalen Duren évidemment, bref, Tim Hardaway Jr. C'est bien ce qui se passe à Détroit. Boston a battu New York. On va pouvoir parler presque de 2 défaites des Knicks, de celle contre les Celtics, donc 118-105, et de la rouste de 37 points qu'ils ont pris contre les Cavs ce week-end. New York qui a joué 7 matchs contre les 3 équipes mieux classées qu'elle, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On va pas compter Memphis et Denver qui ont aujourd'hui maintenant le même bilan que New York, mais avant, New York avait donc 3 équipes qui ont un meilleur bilan, c'est Cleveland, OKC et Boston. 7 matchs contre ces équipes-là, 7 défaites. Aussi simple que ça. Il y a un problème, je sais pas de quel ordre, mais c'est pas très encourageant dans l'optique d'aller loin en playoff. C'est une saison régulière, c'est pas pareil, mais ils ont une sorte de, je sais pas si c'est un complexe d'infériorité, alors que ça ressemble pas à l'identité de cette équipe qui avait l'air de vouloir rentrer dans l'art de tout le monde sur ces dernières saisons. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est les limites de ce groupe-là avec sous cette forme-là avec Kat qui fait par ailleurs une très très bonne saison, hein, mais est-ce que c'est les absents ou les petits pépins physiques? Je sais que Josh Hart est très très diminué. J'ai une l'impression que tu as une explication. Une explication très simple, c'est que quand tu défends pas, et ben forcément contre les meilleures équipes tu le payes. Les Knicks sont tellement forts en attaque que ça aide à battre des équipes plus faibles, mais ils battent pas que des équipes faibles. Mais dès que tu joues d'autres attaques élites, tes problèmes défensifs sont mis en avant. Les autres équipes, elles savent faire des stops. Toi, tu sais pas trop le faire. Tu as ton axe avec tes 2 meilleurs joueurs, Bronson, Towns. C'est possible de l'exploiter. C'est un début d'explication. Tout ne tourne pas autour de ça. C'est un peu simpliste, là, ce que je viens de résumer. Il y a évidemment moyen de rentrer en profondeur là-dessus. Et bon, c'est la saison régulière, tu vois. Mais clairement, ça montre, pour moi, en fait, ça résume les Knicks dans cette formule. C'est, OK, tu sais que c'est une bonne équipe parce qu'il y a un super 5 majeur. Mais je suis désolé, et je le dis depuis le début,
Et les bookmakers n'étaient pas d'accord, mais c'est évident, il y a une hype juste parce que c'est les Knicks, mais les Knicks n'ont pas une équipe, selon moi, qui peut gagner le titre. Je suis désolé, ça défend pas assez, c'est pas assez profond. Après, on verra avec le retour de Mitchell Robinson, mais je vois pas comment Mitchell Robinson il va tout changer à ce niveau-là. Voilà, New York garde une très très belle équipe. C'est une équipe qui est deuxième à l'Est, troisième à l'Est. Ils sont à 37 victoires, 20 défaites. Ça tourne bien. Il y a des soirs de carton offensif, mais la défense est trop faible. Et ça a été exploité par Cleveland, c'est exploité par Boston. Ils ont fait un peu mieux. Là, ils prennent 118 points, mais tu sens que c'est quand même les Knicks sont un cran en dessous de ces équipes-là. Faudra voir s'ils arrivent à trouver quelque chose d'ici les playoffs, mais c'est rare quand même les solutions miracles d'équipes métamorphosées. Ça commence un peu plus tôt en général. Parfois à la mi-saison, t'as des revirements, des changements de 5 de façon de faire. Là, bon, moi j'ai longtemps été un peu dans l'illusion que les Knicks avaient le personnel pour défendre. Il y avait les joueurs sur le terrain. Tu l'as dit par contre, c'est sûr que sur l'axe 1-5, c'est des joueurs exploitables. Autour, je me disais qu'il y avait peut-être moyen, mais ils ont adopté plutôt l'attaque à tout va et ça a clairement ses limites. Faudra voir en playoff parce qu'ils vont clairement y aller et plutôt en bonne position. Mais c'est pas très rassurant de perdre contre là, le 0-7 contre OKC, Cleveland et Boston, c'est pas du tout rassurant. Ouais, d'ailleurs, pardon, rien à voir, mais on a oublié de donner les stats de Zaccharie Rizaché, je viens d'y penser. 19 bon points, plus, ouais. 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contres. Je reviens du coup sur Boston Knicks. Les Celtics montent en puissance aussi, pour le coup. On parle des Knicks, voilà, ils sont sur cette défaite contre les grosses équipes. Mais Boston monte en puissance. Boston, Jason Tatum, 25 points, 10 rebonds, 9 passes. Il n'est pas passé loin d'enchaîner un deuxième triple-double. Il y a 24 points de Jalen Brown et c'est la 5e victoire de suite pour les Celtics. Je continue de penser qu'il y a eu un petit moment de la saison où Joe Mazzulla, il a volontairement tenté des choses, notamment, il prenait moins de 3 points, etc. Bon, là, tu me diras, ils en prennent 44, c'est en dessous. Prenez un moment, mais voilà. Là, il y a eu ok, c'est la dernière ligne droite. On s'y remet. 9 victoires sur les 10 derniers matchs et cette équipe, elle finira peut-être pas première à l'Est parce qu'effectivement, il y a 6 victoires d'écart avec Cleveland et Cleveland quand même semble super bien parti pour aller chercher une saison à 65 wins, mais Boston est pour moi sans hésitation le grand favori l'un des grands favoris, mais l'équipe numéro 1 quand même à abattre. C'est logique, c'est les champions en titre. C'est la seule équipe qui est dans le top 5 des défenses et de l'attaque cette saison. Attention, je veux dire, c'est pas par hasard que cette équipe a été quand même longtemps présentée comme les grands favoris. C'est pas une équipe qui a besoin à tout prix d'être première en saison régulière. C'est une équipe qui se connaît, qui a pas besoin d'automatisme. Il faut juste qu'elle retrouve son meilleur niveau au bon moment. Et là, c'est vrai que sur la série, ils sont vraiment bien. Les joueurs, même individuellement, reviennent chacun à leur meilleur niveau. Je sais pas, voilà. Il y a eu la petite inquiétude, mais un peu de la lassitude qu'il y a parfois dans les équipes qui ont gagné ou beaucoup gagné dans un passé récent. Même au-delà du titre, Boston, c'est une équipe qui a beaucoup de victoires, qui est allée loin souvent. C'est jamais facile d'avoir un parcours fluide jusqu'en playoff quand t'as enchaîné les grosses saisons. Là, ils sont très très bien partis, ouais. Et un break d'une semaine qui a pu faire du bien aux autres titulaires, les White, les Holiday notamment, qui étaient à côté de la plaque, Porzingis, tu vois. Tu as quand même une semaine où tu peux souffler après une longue saison. Cette équipe est vraiment la mieux armée, je pense, pour faire le doublé. Mon seul bémol, c'est que j'ai vu sur l'écran géant, ça n'a rien à voir. Oui. J'ai vu Jalen Brown qui était interrogé sur il devait reconnaître des stars actuelles et passées, donc il en a reconnu quelques-unes, mais il était aussi à la masse que moi sur les stars récentes, donc je vais pas le blâmer. Mais il a vu une photo de Paul McCartney en gros et a dit je sais pas qui c'est. Voilà. Donc ça m'a un peu attristé. Aparté fini. Voilà. Orlando a battu Washington 110-90 avec 23 points de Franz Wagner, 11 points 6 passes pour Bilal Koulibaly. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce match, pas forcément, on n'est pas obligé. Pas spécialement. 23 points d'Anthony Black qui fait vraiment une super saison, c'est vraiment lui un super joueur. Banchero a fait un très bon match précédent, on l'avait pas dit, mais bon, il reste les petites irrégularités, mais c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on l'avait dit vendredi. Ah si, c'était vendredi, je me mélange entre les jours. Je n'ai rien dit. Parce que depuis, justement, c'est plus chaotique. Il a fait 23% au shoot contre Memphis mais bon, là, il a participé à la victoire contre Washington. Mais il reprend un peu du rythme, Banchero, quand même. Indiana a battu Los Angeles 129-111. Plein de joueurs ont marqué des points. Il y a 29 points, 12 passes de Tyrese Haliburton. Pareil, voilà, je sais pas. Tu m'arrêtes de te dire quelque chose. 31 points, 11 passes de James Harden en face, mais la défaite pour Los Angeles. Non, les Pacers sont bien. Ils sont eux aussi sont dans une bonne forme. Même Haliburton retrouve
retrouve pas mal d'allant en ce moment. Petit bif avec Tim Hardaway pendant le week-end sur des motifs un peu nébuleux. Ouais, on n'est pas. Toi, t'as compris pourquoi il lui a dit la vraie raison pour laquelle. J'ai lu des trucs genre sur parce que du coup c'est le cousin d'Eddie Jones et il y aurait un bif entre Eddie Jones et Tim Hardaway à l'époque. Enfin, Liberton est le cousin d'Eddie Jones et ce serait ça, mais j'ai pas trop compris, mais c'était un peu parce que Hardaway disait que s'il jouait aujourd'hui, en gros il casserait la gueule de Liberton sur le terrain ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu nébuleux, mais on va enquêter. Toronto a battu Phoenix 127-109 avec 23 points d'R.J. Barrett, 23 points d'Emmanuel Quickley, 23 points de Chris Boucher. Bon, voilà, de quoi enfoncer les Suns. Bradley Beal est revenu dans le 5 majeur, ça a marché un match, puis les Suns se sont écroulés là contre les Raptors, malgré 30 points de Beal et 31 points de Booker. Je me demande ce que Barrett va devenir quand il est excellent, il a la balle entre les mains, ça lui va bien. Qu'est-ce qui va se passer quand Ingram va être là? Il n'a pas encore joué un match, Ingram, et j'aime déjà pas ce trade, vraiment. Bref, 23 points, 6 rebonds, 7 passes de Barrett. Et ouais, les Suns, bon, bah voilà, ça coule en KD qui passe Ouais, à côté. Ils avaient refait un match un peu pas trop mal dans le week-end et là, même avec le Big 3, même avec Bradley Beal à 12 sur 15 quand même, il est hyper adroit. Là, c'est KD qui est passé à côté. Booker a été plutôt bon aussi, mais je repensais, j'ai revu encore un tweet avec l'équipe potentielle qu'ils pouvaient avoir avec Toumani Camara et compagnie. Et bref, ça peut laisser des regrets aux Suns. Miami a perdu contre Milwaukee 120-113. Encore une fois, un quatrième quart-temps raté par le Heat. C'est vraiment la spécialité de Miami cette saison. Il y a eu 40 points et 11 passes de Tyler Hero, mais ça n'a pas suffi. 23 points, 16 rebonds, 7 passes de Giannis. 28 points, 8 passes de Damian Lillard. Et les Bucks qui décrochent une belle victoire. Et encore, je refais. Alors, c'est pas un mea culpa, hein, mais j'ai pas mal critiqué l'arrivée de Kevin Porter Jr. Il a été très bon encore à la fin. Sur les bouts de match comme ça reste un talent assez surprenant quand même. C'est un excellent. Il est capable de scorer fort, de faire des différences. Et quand il a un petit temps de jeu et qu'on lui demande de faire des choses, d'apporter du dynamisme, il le fait très bien. Je suis en train de regarder. Miami, c'est la 24e plus mauvaise équipe de la ligue dans les quatrièmes quart-temps. Voilà. Donc derrière, il y a d'ailleurs que des équipes qui ne sont pas playoffables. Tu retrouves Portland, Washington, San Antonio, Utah, Philly, Toronto et Miami, 24e pire équipe dans les quatrièmes quart-temps. À chaque fois, ils se font remonter. Là, ils menaient, puis ils se font remonter dans le quatrième quart-temps. Ça devient une mauvaise habitude du côté de Miami, malgré les cartons de Tyler Hero. New Orleans a battu San Antonio 114-96, avec 22 points de Zion Williamson qui continue d'enchaîner. Il est devenu le troisième plus jeune joueur, on l'avait dit, à atteindre la barre des 5000 points, c'était ça, ouais. Ou pas plus jeune, mais c'est celui qui a eu besoin du troisième à avoir du moins de match, ouais, c'est ça, c'est le moins de match. Moins de match pour atteindre les 5000 points. Et du coup, il y a une autre stat folle, c'est sur les Spurs sur ce match, Shai. C'est incroyable. Le trio. Alors, en l'absence de Wembanyama, les Spurs comptent forcément sur le trio d'Aaron Fox. Le quatuor. Fox, Vassell, Paul et Castle. Ils ont tiré à. J'ai dit, je l'avais noté sur le côté tout à l'heure. 45. Merci. 6 sur 45, j'étais choqué. Ils ont tous individuellement totalement dégoupillés. Ils sont en première mi-temps, ça allait à peu près, malgré la maladresse. Ils arrivaient ils étaient en tête avec 13 points d'avance et ils sont totalement effondrés en deuxième. Ils ont pris un 74-43 contre les Pelicans, qui sont pourtant les Pelicans cette année. Et ouais, c'est cette maladresse incroyable des Spurs, enfin des arrières des Spurs en tout cas. 3 sur 16 pour Fox, à 1 sur 7 à 3 points, 1 sur 10 pour Chris Paul, 1 sur 9 pour Vassell, 1 sur 10 pour Castle. C'est terrible. Et les Spurs, ouais, tu perds contre l'équipe la plus faible de la conférence Ouest, ou une des plus faibles de la conférence Ouest, parce que maintenant, je crois que Utah a le même nombre de victoires que New Orleans. Je ne serais même pas surpris que New Orleans n'arrive pas à tanker correctement et repasse devant Utah. Je ne serais pas surpris. Ça serait vraiment quelque chose. En même temps, ils ont des meilleurs joueurs, donc c'est un peu logique. Avec 19 points pour le Croate Karlo Matkovic, improbable. Enfin, improbable. Il commençait dans la rotation depuis le début de l'année, donc j'exagère un peu. Il sort pas totalement de nulle part, mais ça m'a un peu surpris. Les Spurs, c'est même pas du tanking, hein. Ils sont juste nuls. Hein. C'est même pas genre on a mis Fox au repos. Non, il y a Fox, il y a Vassell, il y a Chris Paul. C'est juste être mauvais sur ce match-là. Tu veux peut-être qu'on parle de la news autour des Spurs du week-end? Oui, bien sûr, tu as raison. Greg Popovich qui ne reviendra pas. Je pense de toute façon, ça me semble, logique. Aucun. Là, depuis. Si, justement. Alors, le truc, c'est. Je sais pas, moi, je m'attendais pas à ce qu'il revienne cette saison. Là.
le dernier point qui avait été fait il y a un mois et demi, je dirais, il disait que donc c'est lui-même qui avait, en tout cas c'était ses mots. Il remerciait du soutien et tout ça. Il disait que ça allait mieux, qu'il était très bien suivi et qu'il espérait bien revenir avant le début de la saison. Le mot d'ordre c'était toujours les Spurs s'attendent à ce que Greg Popovich revienne en pleine possession de ses moyens et avant la fin de la saison. Donc là, je sais pas si c'était juste pour faire pour faire patienter les gens. Je l'ai jamais vraiment cru. Hein. Ou alors, est-ce que le fait que la saison prenne un virage un peu compliqué avec la blessure de Victor fait qu'ils se disent de toute façon on va pas le faire revenir maintenant. Là, le problème, la différence, et c'est ce qu'il faut ajouter, c'est que dans la news de Shams Charania, ils disent que son avenir est incertain. Bah oui, moi je suis même pas sûr qu'on le revoie tout court en fait. Je vais être très sincère avec toi, je suis pas sûr qu'il revienne coacher en NBA, Pop. Bah il a fait un AVC, c'est très grave. Ils ont dit quand même qu'ils espéraient qu'il revienne à 100%. On sait que c'est dur de coacher en NBA, les déplacements et tout ça. Donc est-ce qu'il va pas plutôt prendre un rôle avec un peu de recul, type GM ou grand conseiller, tu vois, je sais pas. Moi, avec ce qui avait été dit jusque-là, je pensais quand même qu'on le reverrait, ne serait-ce que la saison prochaine. Mais ouais, là, le message, le futur est incertain. Là, je voyais des gens, surtout aux États-Unis, commencer déjà à se demander quel serait le successeur parfait pour Popovich, parce que bon, ce sera a priori pas Mitch Johnson, qui est assez critiqué par la fanbase des Spurs. Mais ouais, c'est quand même une nouvelle, c'est une nouvelle importante si ça se confirme et que bon, qu'il revienne pas cette saison, c'est une chose, mais si l'avenir est incertain et que à 76 ans, je crois, il est contraint de prendre sa retraite. Bon, il sera toujours dans le décor, ça me paraît évident, hein. Mais ouais, ça ferait quelque chose quand même. Revenir pour coacher un match de manière emblématique, bon, on suivra, mais oui, bien sûr, ça ferait quelque chose. En fait, Mitch Johnson, il s'est tellement imposé dans le paysage que ça me semblait être, enfin, je sais pas. On verra. Je vais pas dire quelque chose alors qu'on n'a pas d'informations. Mais je veux dire, ça aurait été 5 ans en arrière, peut-être sur Popovich, effectivement, là, 76 ans. C'est quand même passé beaucoup de choses pour lui ces dernières années, beaucoup de coups durs, la mort de sa femme, etc. Moi, j'espère qu'on va le revoir, mais depuis le début, je veux dire, ça. Je sais pas. Allez, bref. Les Cavaliers ont battu les Grizzlies 129-123. C'était un beau choc. Et Cleveland qui, encore une fois, s'en sort bien. Evan Mobley qui remporte le duel des candidats au Depoy. 25 points, 13 rebonds, 8 passes, 3 contre. En face, Jaren Jackson Jr., 22 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 1 contre. Il y a un truc qui est sorti sur Jaren Jackson Jr. Ce week-end. Tu vois, on en a parlé un peu dans le CQFR du week-end. Je disais, bah tiens, comme par hasard, c'est avant qu'il puisse signer son extension qui fait une très grosse saison. Mais j'avais pas réalisé à quel point l'extension était massive. Il peut prendre la même que Luka Doncic en fait. 345 millions s'il est élu Depoy. Donc il serait éligible au Supermax. Est-ce qu'ils vont ils vont lui gonfler ses stats au contre comme l'année du DPOI ou pas? Mais tu m'étonnes que ça lui donne une raison d'être excellent, Jaren Jackson Jr. Alors là, moi, par contre, je double down sur ce terrain-là. Là, Jaren Jackson Jr., il fait la saison de sa vie parce qu'il peut signer le contrat de sa vie. Et si les Grizzlies, si Jaren Jackson Jr. finit par être éligible et que les Grizzlies lui donnent, il faudra se poser des questions sur les Mavs, hein, parce que, excuse-moi, mais Jaren Jackson, il peut être le plus fit du monde. Il peut enchaîner 4000 tractions. Tu vas pas me dire que tu préfères avoir Jaren Jackson Jr. En plus, c'est un défenseur. Enfin, tu sais, c'est un mec qui défend, donc c'est intéressant parce que du coup, ça peut rejoindre ce ah mais la défense fait gagner les titres. Je préfère avoir Luka Doncic en surpoids qui fait exploser l'aiguille de sa balance que d'avoir Jaren Jackson Jr. qui est capable de battre des GI à un concours de pompe. Hein. Non mais je te le dis. J'ai en train de voir le. Mais oui, donc en fait, tu veux dire que Memphis aurait pu faire une offre pour Doncic, c'est ça que tu veux dire que c'était. Ah bah si on les avait mis au courant, j'imagine. Oui, voilà. Pu, ouais. Oui, non, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais bien sûr. Ils auraient même envoyé Ja Morant dedans. Ils auraient gardé Jaren Jackson Jr. Ça aurait super bien collé, donc si Jaren Jackson Jr. Oui, de toute façon, ça on l'a déjà dit 1000 fois. Il y a très peu de trades, il y a très peu d'équipes qui auraient refusé des trades à 2-3 équipes près contre leur franchise player. Logiquement, ça partait. Bon, pas revenir une énième fois dessus, sinon les gens vont être mécontents. Mais si, pour revenir à ce match-là, il y a Jaren Jackson Jr. qui fait, il faut le dire, dans tous les cas, quelle que soit la raison, une superbe saison et qui nous fait mentir sur pas mal de choses. C'était une belle bagarre ce match. C'était un vraiment bon niveau avec un peu d'atmosphère playoff, tu vois, comme on dit. Même s'il y a peu de chances qu'ils se retrouvent en playoff vu qu'ils sont pas dans la même conférence, à moins que ce soit la finale. Et ce but Adam Silver, si c'est ça la finale. C'est clair. Il dit on a des problèmes d'audience, vous me donnez un Memphis Cleveland.
Alors, bah, va savoir, je pense pas que ça se produira quand même, mais toujours est-il qu'il y avait une atmosphère de playoff, que ça s'est même bien accroché entre Donovan Mitchell et Desmond Bane à un moment pour disputer un ballon, que derrière il y a une espèce de début d'échauffourée avec Morant, qui d'autre a pris une technique, bon, Tristan Thompson, comme à chaque fois qu'il y a un truc, lui il a le réflexe pavlovien, oh, une embrouille, j'y vais. Même au Paris Game, tu te rappelles, il se passait rien du tout, il était parti. Et même ce week-end encore, il s'est embrouillé. Il s'est embrouillé 2 fois. Il s'est embrouillé, je sais plus contre quelle équipe. Euh, Quelqu'un qui tire quand le match est déjà Oui, plié. c'est lui, mais c'est lui qui allait Contre les dunker. Raptors, je crois. Il s'embrouille. Et tu sais, il a failli aussi embrouiller, pas comme Dadier là. Quand les Knicks perdent, Dadier il met un 3 points et il y a quelqu'un qui le retient. Il lui dit ah c'est bon, c'est pas la peine. Ouais, non, mais bon, Thompson, il sert un peu d'enforcer comme les mecs au hockey. Mais mis à part ça, c'était une belle partie et les Cavs ont encore été impressionnants. Ils font vraiment une super saison. De toute façon, c'est un poncif, on le répète. Ils ont ils ont pas vraiment de trou d'air. Ils sont constants. Leurs joueurs majeurs sont très bons. Tu l'as dit, Mobley a fait un super match encore. Très bon impact de Ty Jerome en sortie de banc, 26 points, je crois. Un très très performant et les Cavs font vraiment une super saison. Voilà. Et enfin, le dernier match, c'était OKC qui a battu Minnesota 130-123. Gros coup de chaud dans le money time du Thunder à 3 points pour repasser devant. Chez Gilgeous-Alexander, 37 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 3 contres. Match de bonhomme, il fait plein de passes décisives qui mènent justement à des 3 points dans le fameux money time, avec des 3 points en l'occurrence de Chet Holmgren qui met 19 points, Jalen Williams qui a 18,9 passes, il y a aussi Wiggins Alex Caruso. Ouais, et Caruso très bon et Wiggins fait 4 sur 4 à 3 points. Là aussi, au bon moment, il a marqué. Ouais. Et OKC qui a donc battu Minnesota, à qui manque plusieurs titulaires, hein, notamment Rudy Gobert. Minnesota qui s'incline malgré 29 points, 10 rebonds et 7 passes de Anthony Edwards. Ouais, il manque Gobert, il manque Randle, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est quand même pas pouvoir appuyer à l'intérieur, ça pose problème. Et tu l'as dit, très bon match à nouveau de chez Gilgeous-Alexander. Un pas de plus vers le MVP. Il y a 2 matchs dont on veut parler sur ce week-end, en plus de ceux dont on a déjà parlé un petit peu quand on mentionnait les autres équipes. On va peut-être commencer par le bon, et après on finira par le mauvais. Le bon, je te propose qu'on parle quand même des Lakers. Victoire très convaincante de Los Angeles à Denver. C'est important le à Denver, parce que battre les Nuggets déjà en soi c'est difficile, c'était sur une belle série, même si beaucoup de gens nous ont rappelé oui contre des équipes faibles, et Jokic lui-même l'a dit, on avait battu des équipes pas folles, peut-être on s'est cru un peu trop beau, mais gagner à Denver c'est toujours compliqué à cause de l'altitude. Les Lakers, il y avait cette question, le retour depuis les débuts de Doncic, ils se cherchaient un petit peu, et là on a eu, je pense, l'espèce de match référence, les Lakers qui ont gagné 123-100 contre Denver, à Denver, avec 32 points. Bon, la ligne de stats, et je me souviens plus exact. Mais 32 points, 10 rebonds, exactement. 4 passes, il fait un contre aussi. Non, 7 passes, je crois. 7 passes, 4 interceptions. C'est 10 rebonds, 7 passes, 4 interceptions, un contre, c'est ça. Ouais. De Luka Doncic qui a été excellent. Juste dans le premier quart-temps, il a mis 16 points. C'était son record sous le maillot des Lakers, 16 points au total. Là, il les a juste mis dans le premier quart-temps. Los Angeles n'a pas été mené une fois. LeBron a été bon. Austin Reeves a été bon. Rui Hachimura a été bon. Bref, très grosse victoire des Lakers. Ouais, il sortait d'un match compliqué, Luka. C'était forcément, on l'attendait un peu au tournant. Ça peut être un match référence. Dans l'impression visuelle à nouveau, ça a été bon. Parce que il a donné l'impression de faire les efforts, d'être tout le temps mobile, de chercher à défendre autant que possible. Et puis il a été productif en attaque aussi. Il a peaufiné la relation avec LeBron, avec Reeves, tu l'as dit, avec Hachimura. Hachimura, il était hyper chaud. Il est sorti à 10 minutes de la fin. Il est pas rentré après, mais les Lakers dans leur ensemble ont fait un très bon match. De toute façon, c'est pour ça que t'as bien fait de dire d'abord les Lakers et ensuite de parler de Luka. Mais c'est forcément rassurant de le voir bon contre une grosse équipe et de les voir bons contre une grosse équipe comme Denver. Il y avait 9 victoires de suite pour les Nuggets quand même. Je vais te dire pourquoi je pense que c'est un match référence. Après les premiers matchs de Luka, donc il y a 2 défaites contre le Jazz, contre les Hornets et une victoire contre le Jazz. Il y avait déjà un peu sur Internet ce truc sur Twitter, envoyer des vidéos où Luka il a pas la balle et beaucoup de fans qui se plaignent en mode mais faut que ça soit l'équipe de Luka, pourquoi c'est LeBron, faut que LeBron il fasse comme Dwayne Wade à l'époque de Miami en 2011, qui laisse les responsabilités à Luka. Alors je trouve que Luka avait quand même le ballon, mais effectivement Luka il arrive, il essaye de fit in, malgré le fait que LeBron James lui dit non, don't fit in, just be you, tu vois, à l'inverse de Kevin Love. Et là, ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que Luka, il a effectivement complètement pris les choses en main, mais aussi, tu sens qu'il y a eu un message parce que Gigi Redick, il a ancré
publiquement, donc officiellement, le truc en disant c'est Luka qui a la balle. Il l'a dit, c'est Luka qui doit avoir la balle. C'est l'équipe de Luka. Et LeBron et Austin Reeves, ils auront leur moment. Et à partir du moment où c'est Gigi Redick qui le dit, c'est le coach, ça veut dire que déjà, c'est déjà passé, avant qu'il le dise dans la presse, c'est déjà passé dans le vestiaire. Ça a déjà été accepté, intégré par tout le monde. Moi, je continue de le dire, LeBron, je pense qu'il a aucun problème avec ça. Au contraire, LeBron, il sait qu'il va pouvoir se régaler au nombre de points qu'il va mettre. Et c'est intéressant, ça gonfle sa moyenne. Ça lui assure de pouvoir... Parce que je t'ai dit, le jour où LeBron il descend sous les 20 points par match, c'est plus possible. Il ne peut pas continuer en NBA. Il le sait. Et là, au moins, même en étant moins fort, il peut toujours aller assurer sa moyenne. Il ne faut pas qu'il fasse baisser sa moyenne en carrière, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie de sa legacy. Ça fait partie du débat. Là, LeBron, il l'a dit lui-même. Moi, je suis un natural born wide receiver. Lui, c'est un natural born quarterback. Ça colle très bien. LeBron, il court. Il va mettre ses points faciles en transition. C'est l'équipe de Luka. Et là, maintenant que c'est accepté par tout le monde et que c'est clair, que c'est officiel, ça va très bien marcher pour Los Angeles. Et tout le monde était la défense. Alors, bien sûr, c'est qu'un match, mais Nikola Jokic, il met 12 points en face. Il est kata Jokic. Il est maladroit, il perd des ballons, il est gêné par le small ball adverse. Alors, ce ne sera pas toujours le cas, évidemment. Mais le small ball dont je parlais tout à l'heure, ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne depuis que les Warriors ont amené ce truc, tu vois. Il y a eu les Jokic qui a gagné une année. Mais l'esprit du small ball, c'est pas parce qu'ils sont pas petits. L'esprit du small ball, donc des joueurs mobiles interchangeables, c'est un truc qui fonctionne. C'est plus le positionless basketball. Voilà, c'est un peu sans position où les mecs sont interchangeables, polyvalents. La taille maintenant, bon, c'est un peu plus un détail qu'à une époque. Ouais. Non, mais la taille est importante, pardon. C'est pour ça que je dis small ball. En fait, dans small ball, le small est... C'est la petite taille est un détail. Ouais. C'est pas important. Ouais, non, mais surtout, ils sont pas petits, en fait. Ils sont pas petits, les joueurs des Lakers. C'est pas des joueurs petits. C'est pour ça que je dis que c'est pas small ball, parce que small ball, on imagine des joueurs petits, mais c'est pas des joueurs petits. Quand on pense small ball, on pense switcher sur tous les écrans. Et ça gêne beaucoup toutes les équipes adverses. Et du coup, le mauvais, c'est Philly. Philly qui a perdu encore, qui a perdu contre Brooklyn. Qui a perdu contre les Nets. Les Sixers qui sont 12e à l'Est. D'abord, on va parler de la défaite contre les Nets. Après, on va parler de Joel Embiid. Donc, Philly, défaite contre Brooklyn, malgré son Big Three. Je te laisse commenter cette défaite. Ah, mais la présence du Big Three, elle est... On a un peu été dans l'illusion qu'à un moment, s'ils pouvaient enchaîner les matchs à 3, ça irait. Que Embiid, même un peu diminué, ça suffirait. Mais là, t'es à domicile contre une équipe qui est marrante, Brooklyn. On s'est dit, ils vont tanker, ils vont pas tanker. Et c'est le match où tu dois l'emporter si tu vises vraiment le play-in, ce qui était quand même l'objectif minimal pour les Sixers. Bah, ils se font trimballer, ils perdent game winner au buzzer de Nick Claxton, et derrière toutes les incertitudes autour de Joel Embiid qui fait un match. Il a fini sur le banc d'ailleurs, hein, il lui a préféré Gershon Yabusele. J'ai même plus ses stats sous les yeux. Oui, il s'est benché dans le 4e quart-temps, c'est vrai. Il finit à 14 points en étant maladroit. Pas d'adresse. Il prend que des tirs à 3 points, il joue plus dessous, il peut plus. Il peut plus physiquement. Et ça, pour le coup, c'est à sa décharge. S'il a le genou flingué, ça se voit qu'il est pas mobile, qu'il a du mal, qu'il est en souffrance. Et ça va amener à ce dont on parlera après très probablement. Mais ce match, ce match pour moi, c'est le match où ils ont rendu les armes, où tu perds à domicile contre Brooklyn qui était juste derrière toi, qui te repasse devant. Pour moi, c'est le signe que les Sixers ont abandonné, ou en tout cas peuvent pas y arriver. Parce que là, avec à nouveau l'équipe là qui a sur le terrain, c'est pas possible pour moi de perdre à la maison dans un match important. C'est des considérations, des enjeux qui passent par-dessus la tête d'équipes au-dessus, mais jouer le play-in, ça reste. On a des équipes qui sont allées en finale en ayant joué le play-in, donc pourquoi pas cette année pour Philly, mais bref, c'était vraiment un match à gagner, et c'était assez désespérant de les voir comme ça. On a un tournant de la saison de Philadelphie. Il va y avoir une décision qui va être prise très prochainement. Elle concernera Embiid et elle concernera la direction prise de toute façon par l'équipe. Chicago, qui fait tout pour sortir du play-in, doit se demander comment les Bulls doivent se demander comment ils sont encore 10e. Ils sont sur 6 défaites de suite, les Bulls, et ils sont encore 10e parce que derrière, les Sixers, ils en ont perdu 7 de suite. Ils ont perdu 9 de leurs 10 derniers matchs. Ils sont kata, qui est Paul George, Joel Embiid, Tyrese Maxey, peu importe, ils sont kata. Et après ce match contre Brooklyn, il y a eu une déclaration. J'en ai fait un mag, même ce qui est sur Basket Session. Ça peut intéresser certains. Là, tu vois la déclat d'Embiid. Il dit juste je suis diminué
peut-être il faudrait que je me fasse qu'il y ait une intervention sur mon genou. Déjà, là, à ce moment-là, je te le dis, je savais déjà, ok, il va se faire opérer. C'est fini, il va se faire opérer en cours de saison. Il n'ose pas le dire. Il n'ose pas le dire parce que déjà, il veut mettre en avant le fait que, regardez quand même, je joue blessé quand même. Il faut expliquer ses contre-performances. Et c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Mais il faut qu'il le dise, tu vois. Il faut qu'il le dise, il faut qu'il le mette en avant. Je rappelle qu'en novembre, il y a des gens, des fans, mais aussi même des membres des Sixers, de l'encadrement des Sixers, qui lui ont reproché de ne pas se faire mal, on va dire, de pas assez jouer. Ça lui a été reproché. Donc là, il prend le contre-pied, il prépare, En plus du manque de terrain. professionnel, enfin du manque de leadership, d'exemplarité dans le leadership, il y avait ça aussi. C'était par Maxi lors de la réunion, mais avant cette réunion, il y avait déjà des trucs dans l'encadrement des membres du front office qui ne sont pas satisfaits de Joel Embiid. Là, clairement, il tâte le terrain. Sa déclaration, c'est une manière de tâter le terrain pour dire, les gars, déjà, je suis pas à mon meilleur niveau parce que je suis blessé. Il faudrait que je me fasse opérer. Donc là, on va bientôt annoncer mon opération. Je vous prépare psychologiquement. Regardez, on est nul de toute façon, donc ça sert à rien que je continue à jouer. Et un jour après cette déclaration, comme par hasard, là, on voit une news passer. Les Sixers réfléchissent à une option, à toutes les options pour le genou de Joel Embiid. Parmi les options, évidemment, il y a l'opération. C'est encore une manière de nous annoncer que sans doute Joel Embiid va se faire opérer et va manquer la fin de saison. Et les Sixers ne vont pas jouer autre chose que essayer de descendre le plus bas possible pour essayer de garder leur pic. Je sais pas ce que tu en penses, Shai, mais là, ça fait plus. Enfin, je pense que ça fait plus aucun doute. Là, t'as raison, il y a eu une montée, une petite escalade dans les messages. Je sais pas s'ils l'auraient fait si les Sixers avaient gagné un peu plus de matchs dernièrement. Peut-être qu'ils auraient un peu plus ménagé la chose. Là, même dans la façon dont l'information est relayée par Charania, parce que ces informations elles viennent des Sixers directement. On a essayé, il y a eu des injections, il y a eu tel type de truc, telle méthode utilisée pour son genou, mais ça ne suffit pas. Du coup, on continue de chercher des alternatives, et parmi celles-là, il y a celle de mettre un terme à la saison. Je crois qu'on se dirige directement là-dessus, parce que bon, et c'est probablement la meilleure décision, hein, quelles que soient les implications, mais il ferait quasiment 6 mois de repos. Il n'y a pas de compétition internationale pour lui. Il n'y en aura plus d'ailleurs, parce que vu comment ça s'est passé la dernière fois et l'impact que ça a eu probablement en plus sur sa santé, je pense qu'il n'y en aura plus. Donc leur espoir, c'est de se dire, à moins qu'il y ait une demande de trade, que ça se gâte entre le joueur et le front office entre temps, mais ils se disent allez, on retente un coup. De toute façon, il est sous contrat. On va le reposer 6 mois et espérer que derrière il arrive à retrouver un niveau décent, parce que c'est même pas tellement grave qu'il soit pas aussi dominant et phénoménal que sa saison MVP, mais là il est presque, je l'avais dit l'autre jour, mais il est même ciblé, il est souvent ciblé, il arrive pas surtout à répondre au challenge quand il est ciblé, alors parce que il a toujours été ciblé, tu l'avais très bien expliqué, mais c'est désolant pour les Sixers, et je me demande ce que ça implique pour la suite, parce que là, avec cette équipe là, avec Embiid ou pas, à 100%, ça n'a pas fonctionné. Moi, je vois un Tyrese Maxey qui se démène, je vois des joueurs un peu isolés comme Gershon qui font des belles saisons, un Paul George qui est à la masse, enfin qui est méconnaissable par rapport à ses meilleures saisons, Nick Nurse qui me semble sans ressources, alors que c'est un coach que j'estime beaucoup à la base, qui m'a l'air démuni, il n'a pas trouvé les bonnes formules, parce que les blessures et tout ça, c'est déprimant pour un coach et pour une fanbase, mais on a vu des coachs avoir des ressources, réussir à sortir des joueurs des façons de jouer pour contrer une avalanche de blessures ou la blessure d'un joueur majeur, on l'a vu plein de fois. Là, les Sixers, ils n'y arrivent pas, ça change pas grand chose. Avec le Big Three, on va arrêter de l'appeler comme ça parce que ça marche pas, hein, mais ou sans le Big Three, ça fonctionne pas, tu l'as dit. Même Chicago qui essaye de perdre, qui a tradé les 3/4 de ses joueurs, ils arrivent même pas à passer derrière Philadelphie. Donc ça va être la chose la plus raisonnable à faire, mais c'est déprimant. Après, dans la communication, est-ce que c'est l'idéal à nouveau? Je veux pas qu'on croie qu'on s'acharne sur Joel Embiid, mais c'est sûr ça fait un an et demi qu'il y a ce côté, je ressens l'ingratitude chez les fans avec tout ce que j'ai donné, je laisse mon corps sur le terrain. Regardez, là je me refais mal. C'est un peu désolant. Moi j'aurais juste aimé voir Joel Embiid évidemment en pleine forme et au niveau où on l'a vu sur ses meilleures saisons, mais là ça me paraît compliqué. Je sais pas s'il arrivera à revenir à un niveau, même si avec du repos, même si avec une nouvelle intervention, parce qu'il y a la mémoire du corps aussi, hein, à force de faire des interventions sur des genoux, à force de prendre de l'âge. Il est pas vieux Embiid, hein, mais c'est un joueur qui a connu quelques soucis. À nouveau, c'est pas très rassurant malheureusement. Mais moi, en tout cas, ouais, t'as tout à fait raison. Et moi, je pense comme toi que c'est peut-être aujourd'hui la meilleure solution. S'il doit faire une intervention, autant que ça soit maintenant, qu'il prenne tout le repos nécessaire.
Parce qu'il faut rappeler, repart que contre. même malgré avec les appels au tanking, ils doivent finir, ils doivent à la loterie, ils doivent finir dans le top 6 pour conserver leur pick. Donc Ouais. s'ils tankent, faut le faire bien. Faut y aller, faut pas mégoter sur le tanking, quoi. C'est le pire, c'est qu'il serait capable de gagner sans Joel Embiid des matchs, tu vois. Mais Philly aujourd'hui a le 6e plus mauvais bilan de la ligue. Donc ça, aujourd'hui, à l'instant T, si on respecte juste l'ordre des bilans, Philly garde son pick. Après, il y a la loterie. Bon, tu peux pas descendre beaucoup plus bas, mais il y a un scénario où Philly termine avec le 7e ou 8e pick. Ça revient au Thunder. OKC appréciera évidemment. Après, Toronto est à 18 victoires. Donc Toronto peut toujours repasser devant. Hein, pour aller savoir quelles raisons les Raptors ont commencé à essayer de gagner des matchs récemment, même si là, ça s'est regâté un petit peu. Mais ouais, tu peux pas finir. En tout cas, il y a trop d'écart. Washington a que 9 victoires. Charlotte en a 14. Utah 14. New Orleans 14. Tu vois, ces équipes-là, tu vois. Les Sixers, même sans Embiid, c'est trop fort pour. Faudrait une fin de saison absolument cataclysmique pour que Philly se termine avec un des 3 ou 4 meilleurs, moins bons bilans de la ligue. Donc, c'est du tanking presque. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, Philly est toujours proche de la 10e place parce que, comme je le disais, Chicago a absolument pas envie de gagner non plus. Donc, c'est vraiment une saison pourrie et gâchée pour les Sixers. Et c'est pas que une histoire de blessure pour le coup. C'est pas que de la malchance. Il y a aussi quelque chose au sein de ce groupe qui. Il va se passer des choses à l'intersaison, c'est obligatoire. Même si Embiid revient requinqué, je pense pas que ça métamorphose totalement le groupe. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas s'ils vont décider de changer quelque chose au coaching staff, s'ils vont essayer de tirer un trait sur l'expérience Paul George, Maxi, Embiid. Il y a que Maxi qui me semble presque intouchable, indiscutable. Il est régulier au scoring, il fait ce qu'il faut. Il a sa progression individuelle naturelle. Je dis pas sa saison est parfaite, mais il fait à peu près ce qu'il lui des Sixers, quoi. il fait ce qu'il lui est demandé. Dans tous les cas, même avec Embiid mis au repos et même s'ils se disent on va encore tenter avec lui, ça peut pas rester en l'état, je pense pas. Yes. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là-dessus. C'était un long CQFR du week-end. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast cet après-midi. Ce sera demain après-midi. Ce sera disponible sur la chaîne. Mais on se retrouve évidemment du coup demain pour un CQFR et un podcast. Absolument. Et je me permets de vous inviter à aller regarder nos publications du week-end sur YouTube notamment. Il y a eu un Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand et Urbain. C'était assez marrant. J'ai regardé le Hoop Culture ce week-end, c'était drôle. Et il y a Benjamin qui nous a fait un Moop Deep que je vous invite à aller regarder parce qu'il traite de son expérience personnelle avec la thrombose dont a été victime Victor. Et c'est assez parlant, c'est assez touchant aussi quand on connaît l'histoire de Benjamin. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà. Carrément. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao.